watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est encore un update sur l'affaire Justin Baldoni, Blake Lively et Ryan Reynolds. Voilà, maintenant c'est tous les trois. Alors, j'ai attendu donc presque 2 semaines pour vous faire cet update. Il se passe tous les jours quelque chose. Là, du coup, la vidéo va être un peu longue, mais en même temps, comme d'hab, parce que justement, j'attendais la plainte modifiée de Blake Lively. On l'attendait pour le 18 février, elle l'a vraiment sorti au dernier moment. Donc là, je filme, on est le 19, vous aurez cette vidéo le 20. Et oh là là, mon Dieu, franchement, je m'attendais à avoir du thé de fou. Ça n'a pas tellement été le cas. Je vais vous lire ça après. D'ores et déjà, je vais vous faire donc un petit récapitulatif de ce qui s'est passé depuis la dernière fois et également des petites choses qui sont ressorties. On va voir tout ça ensemble, donc préparez le thé, le seau de popcorn et c'est parti. Alors pour commencer, je vais répondre à une petite question pour ceux qui se demandent pourquoi Justin demande autant d'argent dans ses plaintes. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal qu'on réclame toujours de l'argent, c'est pour les dommages, les intérêts, etc. Bref, mais parce que ça a quand même eu un impact énorme sur sa boîte de production, donc sur tout le monde, tous ses employés, et notamment sur des projets qui du coup sont en suspens. Il y avait par exemple l'adaptation cinématographique du jeu vidéo Pac-Man qu'il devait faire, qu'il devait produire. Selon ce qu'on a appris, qui a été relayé dans les médias, 3 projets donc pour l'instant sont très compromis à cause de cette affaire. Donc il aurait perdu des centaines de millions de dollars en perdant ses projets. Et concernant donc Pac-Man, c'est en préparation depuis 2022. Il devait, Justin, diriger le projet et être l'un des producteurs. Mais pour l'instant, Pac-Man, il est repoussé jusqu'à ce que tout soit réglé. Il a produit le premier film de Scarlett Johansson en tant que réalisatrice qui s'appelle Eleanor the Great. Pas de date de sortie prévue pour le moment, mais c'est drôle du coup qu'il ait produit le premier film de Scarlett Johansson, l'ex-femme de Ryan Reynolds. Bref, on a un autre que Wayfarer devait adapter. Il s'agit de The Love of My Afterlife de Christy Greenwood. Alors ça, pendant que le scandale a éclaté, ils commençaient à travailler dessus. Bon, on ne sait pas ce que ça va donner pour l'instant. Ouais, donc déjà, il y a ça par rapport à ce que Justin a perdu. Ensuite, j'ai vu une photo d'une jeune femme lors de l'avant-première du film Jamais plus, qui était avec Justin Baldoni. Et on n'en a pas parlé, c'est pas beaucoup ressorti, mais j'ai quand même revu son visage passer et je me suis dit, mais c'est qui en fait cette jeune fille ? Alors je vous explique, il s'agit d'une jeune femme qui s'appelle Gabriella Détresse. Elle était présente lors de l'avant-première du film, elle est en fauteuil roulant et elle est également présente à l'after party. Alors il faut savoir que cette fille-là qu'on surnomme Gabi, elle était en fait l'invitée spéciale de Justin lors de l'avant-première Jamais plus. Elle était atteinte d'un cancer en phase terminale et ça faisait un moment en fait qu'elle avait évoqué le souhait de rencontrer Justin Baldoni parce que c'est un homme qui l'inspire beaucoup. Et Justin était justement intervenue dans un live parce qu'elle parlait de son parcours sur TikTok, son parcours par rapport au cancer, à sa maladie. Et un jour, Justin est apparu en live avec elle. Elle raconte un peu tout ça. C'était déjà à l'époque où il avait les cheveux longs. Donc ça date un petit peu et il avait été très touché par son histoire. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est que Justin a continué à la suivre. Et un jour, elle reçoit une invitation pour le film Jamais plus, pour l'avant-première. Donc Justin lui a tout payé, elle est venue avec son mari, donc ils ont fait les tapis rouges. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je me suis demandé, mais est-ce que Blake Lively a fait envoyer cette jeune femme dans le sous-sol ? Parce que voilà, rappelez-vous, Justin est allé donc à l'avant-première avec tous ses amis, sa famille, etc., avant que Blake Lively débarque. Et quand elle allait arriver, Justin a été escorté dans le sous-sol du théâtre. Vous rappelez des photos, je vous les remets. Et je ne voyais pas justement Gabi sur les photos. Effectivement, on ne la voit pas dans le sous-sol, on la voit sur le tapis rouge avec Justin. Elle a tout filmé. On la voit après lors de l'after party. Ça aussi, rappelez-vous, Justin, il avait dit qu'il avait dû payer 2 after parties, une pour Blake et les acteurs, ça c'est quand même hallucinant,
et sa propre after party. Et bah justement, Gabi, on la revoit du coup dans l'after party. Et c'est le dernier post Instagram qu'elle a fait. Je vous lis sa légende. Ce moment capturé a changé ma vie. Pourquoi ai-je choisi Justin Baldoni pour le rencontrer sur ma bucket list? Il m'a inspiré à continuer à me battre. Il m'a poussé, grâce à ses films, à ne pas abandonner. En le rencontrant avec Emily Baldoni, donc sa femme, ils étaient si réels, si authentiques, si gentils. Ils étaient humains. Il a pris le temps de me parler en tête-à-tête et d'apprendre à me connaître, ce que j'ai vraiment apprécié. L'équipe de Justin a pris incroyablement soin de moi et de mon mari. Hier soir, j'ai chanté une de mes chansons préférées, écrite par Andy Grammer avec Justin lors de son after party pour le célébrer, ainsi que son nouveau film. Ce moment capturé est tout. À tous ceux qui me soutiennent tout au long de mon voyage, je vous aime, je vous remercie. J'espère que vous soutiendrez tous Justin dans son nouveau film It Ends With Us Movie. Donc jamais plus. Donc oui, on a vu du coup des vidéos où Justin chante avec elle. Il l'a pas juste laissée dans un coin et tout. Elle a été au centre de l'attention à un moment. Et j'ai trouvé ça hyper touchant de sa part. Et ce qui m'a fait d'autant plus de peine, c'est que comme je vous dis, c'est son dernier post qu'elle a mis sur Instagram, car elle nous a quittés le 15 novembre 2024. Donc elle était jeune, Elle est née le 14 février 1994. Donc voilà, cette histoire m'a beaucoup touchée. Et je vous dis, quand je suis tombée dessus, tout de suite j'ai pensé au sous-sol. Je me dis, ne me dites pas que Blake, elle a envoyé une jeune femme sur le point de mourir dans un sous-sol. Alors, on ne sait pas du coup où elle était. Est-ce qu'elle a pu rester sur le tapis rouge pendant que Blake et les autres défilaient? Ou est-ce qu'elle est envoyée dans une salle à part en attendant que Justin la rejoigne et qu'ils regardent tous ensemble le film et qu'après ils aillent à l'after party? Je ne sais pas. Donc voilà, l'histoire de cette femme m'a touchée. La façon dont Justin a été très gentil avec elle m'a touchée. Et ça fait sens en même temps quand on voit justement ses cheveux. Il les avait laissés pousser et quand il a été les couper, on a vu justement la vidéo, il y avait été avec ses deux petits garçons. Et il leur expliquait qu'en fait, ses cheveux, fallait vraiment les couper proprement, pas n'importe comment, parce que justement, il en fait don pour en faire des perruques pour les personnes atteintes de cancer. Et il y a plein de choses comme ça, en fait, quand on fouille un petit peu sur Justin Baldoni. Lui et sa femme, d'ailleurs, j'avais pas calculé, mais sa femme, c'est la docteure dans le film Jamais plus. Quand j'ai revu des extraits, je me suis dit « Ah, mais sa femme, elle a un petit rôle. C'est elle qui joue le médecin de Lily. » En fait, ouais, Justin Baldoni, comme ça, très souvent, en fait, sur les réseaux, sur TikTok, il intervient dans des lives, en fait, de ses abonnés, de personnes qui l'adorent et qui sont très, très malades. Et bon, à chaque fois, voilà, quoi, il est égal à l'image qu'il donne de lui, en tout cas. Je précise, l'image qu'il donne de lui, elle est toujours raccord avec plein de petites choses, mais qui ne sont pas médiatisées. Et du coup, j'étais donc dans ce délire de regarder un petit peu les bonnes actions que faisait Justin. Et du coup, j'ai repensé à cette fameuse vidéo Instagram que Ryan Reynolds a faite l'année dernière, le 20 décembre, pour être plus précise, pour la fondation Sick Kids. Alors, la fondation Sick Kids, c'est donc une fondation qui s'occupe d'enfants malades. Et chaque année, en décembre, Ryan Reynolds fait un spot sur Instagram afin d'appeler à une collecte de fonds. Il sensibilise, il demande aux gens donc de donner, de faire un geste à cette fondation. Sauf que quand j'ai vu cette vidéo sur Instagram, ce post, sur le moment je me suis dit ouais, le timing est intéressant. Le jour où Blake Lively dépose sa plainte, enfin c'était une action civile contre Justin Baldoni pour harcèlement S, etc. Le même jour, Ryan Reynolds poste une vidéo où il dit Blake et moi avons donné $500,000 à la fondation Sick Kids. Blake and I we're donating $500,000. We're donating $500,000 in a match campaign. So, okay. And je me suis dit bon, j'ai vu qu'après les gens disaient ouais, il fait ça chaque année et tout. J'ai dit ok, bon, j'ai laissé couler. Mais je suis revenue dessus. Et en fait, je suis remontée chaque année pour voir si chaque année, c'était le même message qu'il diffusait. Alors non, justement non. Et c'est là où je me suis dit, mais quelle hypocrisie. J'ai vu que déjà, à chaque fois, les posts qu'il faisait pour la fondation Sick Kids, c'était toujours début décembre.
aux alentours du 8, 9, 10, un truc comme ça. Il y a seulement 2 fois, il n'a pas posté à ce moment-là. La première fois, c'était en 2019. Il avait posté également le 20 décembre. C'était un petit spot dessin animé qu'il avait posté par rapport à la fondation, et c'est la première année où il postait sur cette fondation, donc j'imagine qu'il a commencé à bosser avec eux en 2019. Et une autre fois, c'était en janvier 2022. Il avait juste posté une photo parce qu'il n'en avait pas fait la promo, on va dire ça comme ça, même si j'aime pas dire promo pour une fondation. Il n'en avait pas parlé en tout cas en décembre 2021. Donc il avait juste fait un post en janvier 2022 en remerciant les gens qui avaient fait des dons. Les autres années, c'était toujours début décembre. Et par contre, un truc qui revenait tout le temps, c'est que c'était toujours des spots, vraiment des spots publicitaires. Il avait son espèce de pull de Noël, là, un peu ringard et tout, mais à chaque fois, c'était un spot clean. Truc bien travaillé, bien filmé, tout ça. Et là, en fait, c'était la première année, en 2024, où il faisait ça en mode caméra, selfie, quoi, où il se filmait comme ça, en train de dire que, voilà, fallait penser à cette fondation. Je me suis dit, ouais, jamais Blake n'a été mentionné dedans. Jamais il a dit qu'il avait donné avec Blake, et encore moins il a annoncé la couleur de ce qu'il avait fait, de la somme qu'il avait donnée dans cette fondation. Donc déjà, je vous dis, tout est calculé chez ce couple, tout est calculé. Et ça, c'est des petits détails comme ça, en fait, qui me dérangent profondément et qui font que je ne change pas d'avis sur cette histoire. Je ne les crois pas, ni l'un ni l'autre. Je ne crois pas Blake. Et Ryan me sort par les troncs de nez, ni plus ni moins. Donc voilà, il y avait ça donc, qui m'a dérangée, en mode regardez comment Blake et moi on est des gens géniaux. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Jed Wallace a porté plainte contre Blake Lively le 4 février. Alors lui, il est propriétaire de la boîte de relations publiques Street Relations et la poursuit donc devant le tribunal du Texas pour diffamation, alléguant qu'elle avait faussement affirmé dans une plainte pour droit civil qu'il avait participé à une prétendue campagne de diffamation contre elle à la demande de l'équipe des relations publiques de Justin, ce qui selon lui avait causé des millions de dollars en dommages à sa réputation. Donc là, c'était dans ce que Blake, elle avait déposé une plainte pour droit civique, elle avait mentionné Jed Wallace, mais pas dans la plainte, la vraie plainte qu'elle a déposée après. Jed n'y était plus, mais pour lui, peu importe en fait, tu m'as mentionné là-dedans à cause de toi du coup. Voilà, ça n'a pas été bon pour mon business, donc il l'attaque. Alors, qu'est-ce que l'équipe de Blake a répondu à cette plainte? Alors, ses avocats ont dit que ce procès serait rejeté. Et voici ce qu'il déclarait. Un autre jour, un autre état, un autre procès à 9 chiffres visant à poursuivre Madame Lively dans l'oubli pour avoir dénoncé le harcèlement S et les représailles. Voilà, réponse d'avocat. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais le même jour, le 5 février, on avait également l'avocat de Justin qui parlait à TMZ. C'était une interview qui était filmée. Et justement, il a parlé de Taylor Swift. Après l'histoire des dragons, tout ça. Il a fait allusion que dans le procès de Justin contre Blake, Taylor pourrait être amené à témoigner si l'affaire est jugée. Il a ajouté qu'il demanderait le témoignage de toute personne susceptible de détenir des informations pertinentes. Et il a déclaré que Taylor Swift était présente aux côtés de Justin, Blake Lively et Ryan Reynolds lors d'une réunion sur les modifications de scénario proposées par Blake, que c'est référencé dans le procès de Justin. Même si les noms sont gommés, on voit quand même une Taylor écrit. On a compris que c'était Taylor Swift. Donc voilà, il se murmure. Attention avec des pincettes, ce sont juste là des rumeurs. Il se murmure que peut-être que Taylor Swift ne serait pas aussi blanc-bleu dans l'histoire qu'on pourrait le croire. Elle n'aurait peut-être pas juste uniquement croisé Justin lors de cette réunion pour appuyer sa pote. Ouais, ce qu'elle écrit, c'est bien. En gros, vas-y, prends son script. Non, il se murmure qu'elle aurait dit à Blake qu'elle voulait bien mettre une de ses chansons dans le film, à condition que le compositeur musical que Justin avait embauché soit viré, parce qu'elle ne l'aimait pas. C'est une rumeur, attention. Toujours est-il que si c'est vrai et que ça va jusqu'au procès et que Bryan Freedman décide de faire témoigner Taylor, je pense qu'en amont, il pourrait également demander justement des échanges de conversations entre Taylor Swift et Blake, savoir ce qui s'est vraiment dit entre elles, pourquoi ce type a été viré, est-ce que c'est vraiment que
Blake Lively qui a choisi de le virer, parce que oui, il a été viré, hein, le compositeur que Justin avait pris. Hein. Est-ce que vraiment c'était du fait de Blake toute seule, ou est-ce que c'est Taylor qui lui a dit ouais, si tu veux ma musique, par contre lui il dégage. Et Blake, normal, hein, elle l'a dégagé, voilà. Et franchement, si c'était le cas, si c'était vraiment une idée de Taylor, ça craint pour elle. Je vous dis juste les bruits qui courent. Le 10 février, on a une interview de Justin qui sort, un podcast Jen's Talk. Il me semble que l'interview a eu lieu en novembre, où on voit un Justin fatigué, très stressé. Il dit « Ce matin, j'ai envoyé un SMS à mon meilleur ami Jamie Heath et à la présidente de mon entreprise Tara Hanks. Et je leur ai dit que je n'étais pas au meilleur de ma forme. Je leur ai dit que j'étais épuisée, que je ne m'étais pas donné le temps de récupérer ni le temps de guérir. » Il a ensuite révélé qu'il avait une année intense, pleine de beaucoup de réussites matérielles et beaucoup de stress émotionnel. C'était très dur pour moi et ma famille. Quand j'ai essayé de comprendre, j'ai réalisé que je ne m'étais tout simplement pas donné le temps de guérir de cette année. Le lendemain, le 11 février, il y a une interview vieille de 3 ans de Blake qui ressort. C'est une interview qu'elle avait donnée chez Forbes. Elle déclare que le simple fait de suivre les instructions en tant qu'actrice n'était pas satisfaisant pour elle et qu'elle avait reçu des réactions négatives pour être intervenue et avoir essayé de faire partie de la conception des costumes, de l'écriture et d'autres aspects d'un projet. Elle a déclaré que des scénaristes, des producteurs et des réalisateurs l'accueillaient et l'invitaient, et d'autres lui en voulaient de leur avoir marché sur les pieds. Elle a également déclaré qu'elle n'avait pas toujours été franche avec son intention d'intervenir dans d'autres parties d'un projet lorsqu'elle avait été embauchée en tant qu'actrice, et qu'elle ne révélerait pas qu'elle avait réellement besoin d'être une autrice pour se sentir épanouie. Parfois, cela aurait pu ressembler à un tiraillement de tapis. Alors, cette interview, elle l'a fait en 2022. C'était donc avant de tourner Jamais plus. Donc, manifestement, elle ne parle pas de ce qui s'est passé sur le film, mais donc de ce qui s'est passé sur d'autres films. Et je trouve ça quand même très révélateur. Enfin là, carrément, elle se grille toute seule. Hein. Quand elle est sur un projet, elle veut s'impliquer dans tout. Que certains lui disent « Ok, cool », mais d'autres lui disent « Non, on t'a embauché pour être actrice, tu restes actrice », et que du coup, ça la frustre. Et que parfois elle a joué un peu des coudes pour imposer son avis. 12 février 2025, le lendemain, Colleen Hoover, elle avait désactivé donc son compte Instagram, hein, rappelez-vous, elle avait fait profil bas, je vous avais expliqué mon avis là-dessus. Elle a rouvert son compte, mais on a pu constater qu'elle avait supprimé les photos qu'elle avait faites avec Blake, etc. Donc voilà, elle a fait du ménage dans ses photos. 13 février, le lendemain, il y a une médiation qui a eu lieu entre Justin et Blake. Il était possiblement question d'un règlement à l'amiable, en tout cas d'une première discussion vers un règlement à l'amiable qui n'a rien donné. La lettre de Justin Baldoni et Blake Lively au juge déposée devant le tribunal fédéral de New York déclare que la médiation ou la conclusion d'un règlement serait inappropriée et prématurée pour cette affaire, suggérant que leur querelle juridique pourrait éventuellement aboutir au procès. Dans le même temps, l'équipe juridique de Blake aurait envoyé des assignations à comparaître aux 3 principales compagnies de téléphone américaines, AT&T, Verizon et T-Mobile, demandant les relevés téléphoniques de Justin Baldoni, des publicistes Jennifer Abel et Melissa Nathan, dans le but de révéler l'ensemble des individus qui, selon eux, sont impliqués dans la campagne de diffamation contre Blake Lively. Et voilà ce que le représentant de Blake déclare à propos de ça. De tels dossiers fourniront des preuves critiques et irréfutables, non seulement sur qui, mais aussi sur quand, où et comment leur plan de représailles a été mis en place et a fonctionné. Alors, l'avocat de Justin, Brian Friedman, il a répondu en disant que même si les assignations à comparaître font partie intégrante du litige, c'est l'étendue de ce que recherchent les avocats de Blake qui est extraordinaire. Ils demandent chaque appel, SMS, journal de données et même des informations de localisation en temps réel au cours des 2 dernières années et demie, quel que soit l'expéditeur, le destinataire ou le sujet. Cette expédition de pêche massive démontre qu'ils recherchent désespérément une base factuelle pour leur diffamation dont la fausseté est prouvée. Ils n'en trouveront pas. Alors, l'avocate de Blake, Ezra Hudson, a envoyé le 15 février au juge fédéral Lewis G. Liman, qui est entre parenthèses le frère du réalisateur Doug Liman,
oui, le monde est petit, une lettre refutant la demande de l'équipe de Justin de freiner ce qu'ils appellent les assignations à comparaître manifestement trop larges servies par Blake et Ryan Reynolds. Les demandes sont également adaptées aux personnes citées et aux périodes pertinentes qui peuvent résoudre des différends factuels fondamentaux et ils sont proportionnels. D'accord ? Ce à quoi l'avocat de Justin répond, si les parties de Blake Lively cherchaient uniquement des journaux d'appel, de SMS et de données, leurs assignations à comparaître auraient demandé tous les journaux d'appel, de SMS et de données pour le numéro de téléphone XYZ. Donc, ils devraient préciser de qui exactement on parle, de qui ils veulent les données. Au lieu de cela, les assignations à comparaître recherchent tous les documents relatifs aux différents numéros de téléphone, ce qui est une demande de la portée la plus large possible et englobe clairement le contenu ainsi que, comme explicitement demandé, les informations de localisation. Nous réitérons respectueusement notre demande que la Cour annule les assignations à comparaître le plus rapidement possible. Et en parallèle de tout ça, on n'a pas encore eu la réponse si ça allait être accepté ou pas par le juge, ces demandes-là de Blake et Ryan. En parallèle donc de tout ça, Blake et Ryan avaient donc jusqu'au 18 février pour déposer leur plainte anticipée étoffée par rapport à la première et ils avaient demandé 2 semaines de plus pour préparer leur dossier. Et là en fait tout le monde s'est dit mais pourquoi ? Parce que oui, pourquoi vous avez besoin de 2 semaines de plus et même pourquoi vous avez besoin de tous ces relevés téléphoniques, etc. Parce que si vous voulez, c'est là où pour moi ça pue en fait pour leur défense, c'est que quand Blake est sorti avec sa première plainte au civil, le 20 décembre 2024 dans le New York Times, etc. Ils avaient tous dit que Blake, elle avait des tonnes et des tonnes de preuves contre Justin, des tonnes de preuves qui montraient qu'elle avait subi du harcèlement, des tonnes de preuves qui montraient que Justin et son équipe avaient mené une campagne de diffamation contre elle. Mais dans ces cas-là, chouchou, si t'as des tonnes de preuves, pourquoi t'as besoin de 2 semaines de plus pour déposer ta plainte étoffée, améliorée, bref, et pourquoi tu veux tous les relevés téléphoniques de tout le monde ? Ça colle pas en fait avec ce qu'elle dit depuis le début. Si elle a déjà tout ce qu'il faut, pourquoi elle a besoin de tout ça et de plus de temps ? Bon, le juge a accordé 1 jour de plus. Je crois que même le juge, il est saoulé. Non, c'est pas 2 semaines, c'est 1 jour de plus. Donc voilà, on va en venir à la plainte, mais avant ça, petit retournement de veste. On a Brandon Sklenar, celui qui jouait Atlas Grand dans Jamais Plus. Lui, en décembre dernier, donc, il avait montré son soutien à Blake Lively. Il avait mis une story Instagram à l'époque où il partageait un lien vers l'article du New York Times avec la plainte complète de Blake. Il avait mis un emoji en forme de cœur où il avait écrit « Pour l'amour de Dieu, lisez ceci ». Alors, je vous avais expliqué celui-là pourquoi je le sentais pas. Comme par hasard, 1 an avant, donc quand ils sont revenus de la grève des scénaristes pour reprendre le tournage, il est rentré dans l'agence WME, l'agence à cette époque-là de Justin Baldoni, mais aussi de Blake Lively et de Ryan Reynolds. Agence très sélecte, il a réussi à y rentrer. On a vu des posts de lui et de Ryan en décembre 2024. Il est devenu très pote avec Blake Lively et Ryan Reynolds. Elle l'encourage s'il veut faire le rôle de Batman. Et là, donc, il est en pleine promo d'un nouveau film. Alors justement, on l'a interviewé. La présentatrice lui a demandé s'il était team Blake Lively ou team Justin Baldoni. Il a répondu qu'il était team Jamais Plus. Are you team Blake or team Justin? He said, I don't speak English, Gail. Team, it ends with us. Je veux juste que les gens se rappellent pourquoi nous avons fait ce film en premier lieu et ce qu'il représente en gardant simplement le focus là-dessus. Ce film comptait tellement pour moi. J'ai quelqu'un de très très proche dans ma vie qui a vécu ce que Lily traverse depuis longtemps et j'ai été en première ligne pour l'aider à naviguer dans cet espace. Donc ce film comptait beaucoup pour moi et il compte beaucoup pour elle, cette personne dans ma vie. Le fait que je fasse ce film lui a donné la force de changer sa vie. Ça signifie beaucoup pour moi. C'est dommage que les choses s'éloignent de l'éthique de cette chose et cela devient alambiqué. Parenthèse avant qu'on rentre dans la plainte de Blake, et là je remercie donc mon abonné qui m'a envoyé ça sur Instagram. Rappelez-vous de celle qui co-animait le podcast Man Enough aux côtés de Justin Baldoni, Lise Plank. Ça faisait 4 ans
qu'elle travaillait avec lui. Et quand la plainte de Blake est sortie en décembre dernier, elle a lâché Justin. Elle n'anime plus le podcast avec lui. Dans ma tête, c'était resté en suspens. Et l'une d'entre vous me l'a rappelé et m'a envoyé quelque chose d'intéressant. Et en fouillant, je suis tombée en fait sur un TikTok d'une femme qui a quand même tout résumé. Donc je vais vous le mettre, mais vous verrez qu'en fait, cette femme connaissait bien Ryan Reynolds depuis 2019. Je vous mets le TikTok de cette femme. Not only did Liz Plank post this photo in 2019 thanking Ryan freaking Reynolds, he also posted her book to his story. She also was unwelcome to Wrexham. Ryan and I had questions. So we went to the only logical place for answers. A woman. Hi, my name is Liz Plank. In the first episode of the show, Rob said that he went to Ryan for movie money. Apparently, Welcome to Wrexham is a TV series that took an inside look at the unusual beginnings and dynamics of Ryan Reynolds and Rob McElhenney's football friendship. Ryan Reynolds is the South co-chairman of the series. Liz had posted this on October 17th, 2022. Caption, thanks to Ryan and Rob for letting me psychoanalyze them and talk about butts on TV. Want to know who else visited Wrexham on Ryan Reynolds' dime? Brandon Sklenar, aka Timu Thor. And this was December 14th, 2024. Pretty disgusting how all these people were just bought. Voilà, donc écoutez, je vous laisse en tirer vos propres conclusions. Sachez également que là, 2 jours avant la nouvelle plainte de Blake, ont fuité sur les réseaux 3 plaintes. Elles ont fuité chez des youtubeurs. Je vous expliquerai après pourquoi. Youtubeurs, tiktokers. Hein. Donc on a 3 plaintes de ressources humaines adressées à Sony concernant le harcèlement S de Justin Baldoni sur le plateau de Jamais Plus. Il n'y a pas les noms. Tout est effacé. Il n'y a ni les noms, ni les dates, rien du tout. On pense que la première parle de Blake, donc je vais dire Blake. Donc on suppose que c'est Blake Lively. Justin aurait parlé dans une voiture de sa dépendance passée à la à la graphie et il aurait mentionné avoir eu des relations S sans demander le consentement. On a déjà parlé de ça. Et également que pendant la scène où Lily donne naissance, Justin lui aurait demandé d'être nue pendant le tournage. Elle a refusé. Il l'a accusée de retarder la production. Elle a finalement accepté, à condition de pouvoir porter un truc qui protège ses parties intimes. Elle a également demandé que les moniteurs soient éteints pendant qu'elle se changeait. Justin s'est d'abord conformé, puis les a rallumés. Alors ça, c'est dit dans la plainte de Blake que oui, Justin avait parlé donc de son addiction, que il avait été abusé par sa petite copine quand il avait 20 ans, je crois, parce qu'il a perdu tard sa virginité et qu'en plus cette femme-là lui avait pas vraiment demandé son consentement, quoi. Qu'en gros, elle s'était servie. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc apparemment, il aurait parlé de ça à Blake et il lui aurait dit ensuite que suite à cette expérience, il n'avait pas du coup toujours demandé le consentement des femmes parce que cette expérience-là avait altéré sa notion du consentement. Je vous cache pas que ça m'était resté dans un coin de ma tête parce que dans la plainte, elle stipulait que cette information était devenue publique depuis. Non. Cette information n'a pas été rendue publique depuis. En fait, cette information, Justin en avait parlé bien avant. Il en avait parlé dans son livre Maninoff qui a été publié le 27 avril 2021. Et en fait, il expliquait donc dedans qu'il avait été donc abusé par sa copine de l'époque parce que lui, Justin, c'est un gars par rapport à sa religion qui était pas de rapport avant le mariage. Et qu'avec cette copine-là, ça faisait un petit moment qu'ils étaient ensemble et qu'en gros, vu qu'il faisait déjà pas mal de trucs à côté, elle lui avait dit en gros, au point où on en est, on n'a qu'à le faire, c'est comme si, de toute façon, on le faisait déjà. Mais que sans vraiment lui demander son consentement, elle l'a pris et voilà quoi. Donc il en parle dans son livre, il en a ensuite parlé publiquement, mais en fait il n'a jamais dit qu'il n'avait pas demandé le consentement à des femmes suite à ça. Ça c'est uniquement Blake qui l'affirme. Lui, il rapporte juste que, en fait, ce qu'il a vécu, c'était un rapport non consenti. Mais c'était lui la victime. Ça n'a jamais été l'inverse. Donc, voilà, c'est encore quelque chose que Blake sort. Je sais pas. Elle dit qu'ensuite, le chauffeur a vu qu'elle était tellement mal à l'aise que quand ils sont sortis de la voiture, il lui a dit « Ouais, je veux plus que vous vous retrouviez seule avec lui. » Bon, ok. C'est la version de Blake contre la sienne. Il n'y a aucune preuve. Bien que dans ce petit bout de plainte, il était dit que la scène était filmée
par la caméra de la voiture. Encore une fois, de toute façon, ces plaintes-là, on ne peut pas les prendre au sérieux parce que on ne sait pas d'où elles viennent. Donc, autre plainte ressources humaines là chez Sony, une plainte où on pense qu'il s'agit de Jenny Slate, celle qui fait la sœur de Justin. On pense que c'est elle. Elle rapporte une scène où Justin aurait posé ses mains sur son derrière et il aurait déclaré qu'il l'aidait juste à adopter une meilleure posture. C'est pour ça qu'il lui touchait le derrière. Cette actrice l'a mal pris et Justin aurait répondu « Tu n'as qu'à aller aux ressources humaines ». Chose qu'elle a fait. Et 3 heures plus tard, Justin s'est excusé et il lui aurait dit oui, je pense qu'on est parti du mauvais pied. Et elle lui aurait répondu, c'est pas une histoire de pied, un truc comme ça. Ça a l'air tellement scripté. Franchement, en fait, je ne vois pas Justin parler comme ça, de tout ce qu'on a pu entendre de lui. Ouais, je sais pas, c'est bizarre ce dialogue dans cette plainte. Ça a l'air scripté. Enfin, moi, en tout cas, quand je l'ai lu, ça sonne pas comme quelque chose que quelqu'un dirait dans la vraie vie. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Je sais pas. Ensuite, la 3e plainte. On pense qu'il s'agit de Isabella Ferrer, où là, Justin lui aurait demandé si elle avait déjà atteint le nirvana, voyez, avec un partenaire, devant la caméra. Et lorsqu'elle lui a demandé pourquoi, puisqu'un point culminant n'était pas prévu, il s'est penché à murmurer « Je pense que nous devrions l'ajouter. Montre-moi ce que tu as. » Elle a refusé, mais Justin a insisté sur le fait qu'elle ne pouvait pas retarder le tournage. Il a ensuite placé ses mains sur l'extérieur de ses cuisses en disant « Allez, tu peux faire mieux que ça. » Il se serait tenu si près d'elle qu'elle pouvait sentir son souffle, ce qui aurait provoqué même de la buée sur son maquillage. Et lui a dit « Tu sais à quel point il fait chaud, n'est-ce pas ?» Il lui a demandé de rejouer la scène, cette fois en se rapprochant encore plus, l'enfermant pratiquement dans une étreinte intime. Une autre actrice est entrée sur le plateau et a fait un signe de la main. Et là, Justin, il s'est détaché d'elle. Et le maquillage de l'actrice a dû être refait par la suite. Chose qui est un peu bizarre parce que ces maquillages-là, dans le cinéma, sont faits pour tenir à la transpiration, au spot, etc. Donc, c'est pas un peu de buée qui va te démaquiller. Enfin, ça colle pas. Ça va pas. Cette plainte-là, vu comment elle est décrite, que Justin tenait les cuisses de la comédienne, il disait « Vas-y, montre-moi ce que tu as. Vas-y. » C'est cringe, c'est super cringe. Maintenant, de tout ce qu'on a pu voir de Justin, je l'imagine pas faire ça. Peut-être que j'ai tort. Toujours est-il que ces plaintes-là, comme je vous dis, elles n'ont rien d'officiel parce que ni TMZ, ni le Daily Mail, ni Page 6 n'ont voulu les publier. Et à mon avis, et c'est l'avis de tout le monde sur les réseaux, ils n'ont pas voulu les publier parce qu'ils n'arrivent pas justement à prouver qu'elles soient authentiques et ils pourraient du coup être attaqués pour diffamation. Du coup, ils l'ont fait fuiter auprès des TikTokers, YouTubeurs, etc. Est-ce que c'est l'équipe de Blake qui les a fait fuiter pour tâter la température, voir si les gens allaient gober et peut-être après du coup aller plus loin là-dedans? Ça peut aussi être une tactique. On n'imagine pas Justin faire ça sur le plateau, quoi. Enfin, non. Et puis surtout, on pense donc que ça pourrait donc être Isabella Ferrer. Mais dans ces cas-là, pourquoi elle a envoyé d'elle-même un texto à Justin à la fin du tournage en le remerciant, en disant à quel point il était un réalisateur génial, qu'elle avait adoré bosser avec lui, qu'elle avait trop de chance pour un premier film d'avoir bossé avec lui? Et pourquoi également elle aurait parlé lors d'une interview qu'elle avait une très bonne expérience avec la coordinatrice d'intimité, si ça s'était si mal passé sur le tournage et surtout lors d'une scène intime. Ça n'a pas de sens, si vous voulez. How do you guys sort of prepare for like the intimate scene and like whether it's a kiss or whether it's whatever? I mean, we had a phenomenal like intimacy coordinator, Lizzie. She's worked on Bridgerton before, so she was extra careful with us at all times, but also there was just a lot of communication and like check-ins and making sure like how are you feeling, how's it going, and a lot of water, like making sure we feel like physically but also mentally well just while doing such intense scenes because it takes a long time. It's a choreographed thing. You have to rehearse the choreography. It's like a dance, you know? Right. It's not just like, oh, I guess we'll do this and then it'll lead to that. Like everything is so specific because it is so intimate that it can get tiring, but it was a great process, honestly, yeah. Bon, entre-temps, Blake et Ryan ont fait une apparition pour les 50 ans du Saturday Night Live le 16 février. C'est pas passé inaperçu. Dans un extrait qui est devenu viral, Ryan est aperçu dans le public aux côtés de Blake. Il y a les animatrices Amy Poehler et Tina Fey qui font un petit coucou. Et lorsque Ryan se lève, on a Amy Poehler qui lance « Oh, salut Ryan Reynolds, comment ça va ?» Ce à quoi il répond « Ça va, pourquoi, qu'est-ce que vous avez entendu ?» How's it going? Great. Why? What have you heard?
On voit Blake qui a pas l'air bien et qui après se remet à sourire. Moi, ce qui me tue dans le public, c'est la tête de Kevin Costner qui mâche son chewing-gum, qui n'a aucune réaction à la blague pas drôle de Ryan parce qu'après il poursuit. Mais là, c'était vraiment un petit clin d'œil sur le procès en cours, quoi. Mais après, sa blague, elle était nulle. Franchement, elle était nulle. Elle avait rien à voir avec l'affaire. Hein. Mais c'était naze. Bref. On voit la réaction de Kevin Costner après que Ryan ait fait ce petit truc-là. Pourquoi vous avez entendu quoi? On voit que Kevin essaie de regarder Blake pour voir sa réaction. Ça m'a fait rire. Il rigole pas du tout. Cher, pareil, aucune expression. Robert De Niro, comme Kevin, il mâche son chewing-gum, voilà. Alors, la plainte qu'ils ont déposée au dernier moment. Je m'attendais à ce qu'éventuellement les 3 petites plaintes là qui ont fuité, soi-disant adressées à Sony, je m'attendais à ce qu'elles soient officielles. Une preuve supplémentaire dans la plainte de Blake, parce qu'elle en parle depuis le début. Non. Elles ne sont pas dedans. Et un cas pour moi, si vous voulez, c'est déjà un gros point noir. Bon, après, elle explique pourquoi. Vous allez voir. Donc, je commence. Je vais pas lire toute la plainte parce que y a beaucoup de choses en fait qui reprennent déjà les 2 premières. Donc, c'est pas la peine de s'infliger ça. Hein, on a déjà tout compris. Parlons un petit peu de ce qui est nouveau et de comment elle répond un peu à tout ce que Justin a balancé depuis. Petite intro. Un témoin connu pour soutenir publiquement Blake Lively a récemment reçu une menace écrite indiquant que la famille du témoin serait agressée intimement et tuée, à moins que le témoin n'accepte de faire une déclaration et de dire la vérité. Ce type de climat était le résultat prévisible, sinon inévitable, de la campagne de représailles lancée par les partis Baldoni-Wayfarer avant et après le début du litige. Le climat dangereux de menaces, de harcèlement et d'intimidation alimenté par la campagne de représailles des accusés a obligé Madame Lively à modifier sa vie personnelle et professionnelle et à prendre des mesures pour protéger les passants innocents plutôt que de les exposer à des préjudices supplémentaires. Ainsi, cette plainte modifiée ne fait pas référence au nom de certains témoins et ne fournit pas non plus de capture d'écran de leurs messages texte. Il est toutefois important de noter que ces témoins ont donné à Madame Lively la permission de partager la substance de leur communication dans cette plainte modifiée, telle que contenue dans les présentes, et ils témoigneront et produiront des documents pertinents dans le cadre du processus d'enquête préalable. Si on comprend bien, hein, pour les protéger à l'heure actuelle, elle ne veut pas exposer leur nom parce qu'ils pourraient subir la même campagne de harcèlement que Blake se mange depuis l'été dernier. Donc elle les protège, mais en temps voulu, ils parleront et ils auront donc des preuves aussi. Est-ce qu'ils existent vraiment ? Est-ce qu'ils ont des preuves moins bancales que celles de Blake? C'est la question que je me pose. Je vous dirai mon avis à la fin par rapport à ça. Point 7. Madame Lively a intenté ce procès parce qu'elle était l'une des femmes ou deux que Monsieur Baldoni a 1 000 000% mis mal à l'aise sur le tournage du film. Comme détaillé dans sa plainte d'ouverture et ci-dessous, Madame Lively a été perturbée par le fait que Monsieur Baldoni ait parlé de sa dépendance à la pornographie, divulgué des informations sur sa vie intime, fait des commentaires désobligeants, dégradants et sexuel, excusez-moi, je dois le dire comme ça, décrit ses propres organes génitaux, une intimité improvisée qui n'avait pas été répétée, chorégraphiée ou discutée à l'avance avec Madame Lively, et a ajouté du contenu graphique au scénario, y compris plusieurs nouvelles scènes de nudité et une scène d'accouchement chaotique et violente pour laquelle il a choisi un ami comme son gynéco, entre autres. Mais Madame Lively n'était pas la seule à se sentir mal à l'aise sur le plateau et Monsieur Baldoni et Wayfarer le savaient. Après que Justin, Madame et Monsieur, c'est bon, je vais dire Justin. Après que Justin ait appris qu'il avait mis Blake et d'autres mal à l'aise, il a renversé son discours TED, ce qu'il dit dans son podcast, etc., là, et son plaidoyer féministe. Il ne s'est pas tenu lui-même et les autres hommes responsables, ni n'a suivi son propre conseil pour être suffisamment confiant pour contenir leur angoisse et réellement les croire, mais a plutôt utilisé une voix plus forte pour faire taire Blake et toute autre personne susceptible de s'exprimer. Cette voix plus forte, il y a beaucoup de guillemets parce qu'ils reprennent des mots de Justin formulés dans son podcast. Je vois même pas ce que ça vient faire ici, ce truc-là. Cette voix plus forte, amplifiée par les publicistes, les gestionnaires de crise, les équipes de médias numériques et les avocats, a cherché à induire le public en erreur en lui faisant croire que Madame Lively
que Blake n'avait pas été victime de harcèlement S en la décrivant comme une puissante brute qui a fabriqué des allégations de mauvaise conduite afin de prendre le contrôle du film de Justin. Ce récit est faux et absurde en soi, complètement en contradiction avec les aveux de Justin à gestionnaire de crise le 30 août 2024. Donc les aveux de Justin à Melissa Nathan, c'est ça qu'ils veulent dire? Que Blake est le genre de personne qui croit sincèrement qu'elle a raison et que tout cela est injuste et qu'elle est d'un cynisme à couper le souffle venant d'un homme dont la marque publique est construite sur une façade pro-féministe qui exhorte les autres à écouter et à croire les femmes. Ça me fait rire parce qu'en fait, ils essayent de démonter Justin par rapport à son image féministe, un petit peu comme eux. Et ils ont voulu la démonter dans la plainte de Justin avec sa promo sur les fleurs, les produits de beauté, les shampoings, etc. Sauf que c'était pertinent parce que dans la plainte de Justin, son truc des fleurs, des shampoings et tout n'avait rien à faire avec le sujet du film. Je trouve que c'est pas pertinent parce que si en fait là ils essayent de faire passer Justin pour le méchant en disant regardez il est féministe et pourtant il traite les femmes comme de la MERDE et en plus il abuse d'elles entre guillemets, il leur fait du harcèlement S. Oui, ce serait vraiment se foutre de la gueule du monde si c'était vrai, mais là c'est que des dires, c'est que sa parole à elle contre la sienne et vous allez voir qu'il n'y a pas de preuves, c'est ça le plus fou quoi. J'ai attendu tout ça pour rien. Franchement, je vous dis, on a attendu tout ça pour rien. Je poursuis. Plus important encore, le faux récit des accusés s'effondre sous la vérité incontestable selon laquelle Blake n'est pas la seule à se plaindre de Justin et a fait partie de ses préoccupations au moment où elles sont apparues en 2023, sans lien avec un jeu de pouvoir imaginé pour le contrôle du film en 2024. Les expériences de Blake et d'autres ont été documentées au moment où elles se sont produites à partir de mai 2023. Récit que les accusés ont inventé. Justin a reconnu les plaintes par écrit à l'époque. Ah bon ? Il savait que les femmes autres que Blake étaient également mal à l'aise et s'étaient plaintes de son comportement. On ne sait pas d'où ils sortent ça. Point 10. Le 24 mai 2023, Blake s'est confié dans un texte à une femme qui était une amie commune de Justin et de Jamie East. Je cite « J'allais vous inviter à venir demain. Ces gens, waouh, c'est comme les cinglés des ressources humaines aujourd'hui. Les deux, je ne m'attendais pas à ce tournant. Je veux dire, c'était présent, mais aujourd'hui je suis rentrée à la maison et j'ai pleuré. » Plus loin dans l'échange, Blake décrit Justin et Jamie East comme des crétins. C'est choquant, des clowns, bref, le truc qu'ils ont dû parler pendant la soirée, qui l'ont choqué sur les hormones, je ne sais pas quoi. Point 11. Quelques jours plus tard, le 26 mai 2023, Blake a fait part de ses inquiétudes concernant le comportement importun et inapproprié de Justin et de Jamie, président directeur général de Wayfarer et producteur du film, à Ange Gianetti, employé de Sony, représentant du film pour son distributeur Sony Pictures Entertainment. Point 12. Au cours des 3 jours suivants, en mai 2023, une autre actrice a fait part de ses propres inquiétudes concernant le comportement importun de Justin à Madame Gianetti et à l'un des producteurs du film. Malgré les réserves considérables de cette actrice, en se manifestant, elle a néanmoins pris la parole et a fait part de son sentiment que le travail sur le film souffrait du comportement de Justin. Madame Gianetti a partagé ses préoccupations avec Wayfarer. Pas de preuve de ça. Point 13. Le 1er janvier 2023, Justin a répondu par écrit à cette actrice, reconnaissant qu'il était au courant de ses préoccupations et que des ajustements seraient apportés. Point 14. Malgré cette promesse, Wayfarer n'a pris aucune mesure pour enquêter sur ce comportement signalé et n'a mis en œuvre aucune protection à ce moment-là. À peine une semaine plus tard, le 8 juin 2023, la même actrice a fait part à Blake de ses inquiétudes croissantes concernant les conditions sur le plateau. Blake a répondu « Je sais, je trouve ça vraiment dur de lui parler. J'essaye de couvrir tout ça en m'occupant le plus. » Mais je ne suis pas sûre que ça couvre ce qu'il se passe. Plus tard, une autre actrice a confié à Blake qu'elle aussi se sentait mal à l'aise sur le plateau. Tout cela s'est produit, a été documenté par écrit près d'1 an avant le début du montage du film. Point 15. À la suite de grève des scénaristes, la production du film a été interrompue vers le 14 juin 2023. Au milieu de cet arrêt, le 13 octobre 2023, Blake a confié dans un texte à une actrice qu'elle redoutait de revenir sur le film. « Je continue de vivre cette expérience de manière vraiment bouleversante. » L'actrice a exprimé son empathie pour Blake et a confirmé des sentiments similaires. Point 16. Avant de reprendre la production après les grèves, sur la base de l'échec total de Wayfarer à enquêter ou à répondre aux plaintes transmises
par Blake et d'autres, Blake a décidé de prendre la parole et d'exiger que Sony et Wayfarer acceptent un ensemble de protections pour garantir un environnement sûr pour tous les acteurs et l'équipe. Ainsi, à la mi-novembre 2023, les parties ont convenu par écrit de mettre en œuvre une liste de protections énumérées dans un contrat intitulé « Protection pour le retour à la production » qui comprenait 17 dispositions conçues pour obliger Wayfarer à cesser le comportement de Justin et de Monsieur Jamie E. sur le plateau. Ces dispositions visaient à remédier aux fautes que Blake et d'autres avaient signalées plus tôt cette année-là. L'une de ces dispositions exigeait une réunion à tous pour confirmer et approuver un plan de mise en œuvre de certaines protections qui seront respectées pour la sécurité physique et émotionnelle de Blake, ses employés et l'équipe afin qu'ils aillent de l'avant. Une autre disposition exigeait qu'un producteur expérimenté, Todd Black, soit engagé pour superviser la production et s'assurer que les protections demandées étaient respectées pour la sécurité de tous les acteurs et membres de l'équipe. Point 17. Il est important de noter qu'aucune des protections demandées n'était liée de quelque manière que ce soit à la contribution créative de Blake au film et qu'elle avait été accordée des mois avant toute discussion concernant le montage du film. À ce moment-là, alors que l'achèvement du film était incertain, Blake n'a demandé ni reçu aucun droit de création, droit de montage, générique ou tout autre rôle sur le film au-delà de ses rôles d'actrice et de productrice exécutive. Tout ce qu'elle a demandé, comme indiqué dans le document, a été conçu pour assurer la sécurité et le bien-être des acteurs et de l'équipe. En d'autres termes, au moment précis où Blake disposait d'un effet de levier maximal avant de reprendre la production, elle n'a pas utilisé cet effet de levier pour obtenir autre chose que des protections pour elle-même et pour les autres afin d'assurer un environnement de travail sûr pour tous. L'idée selon laquelle elle a fait tout cela comme une sorte de complot pour prendre le contrôle du film à un moment ultérieur, ce qu'elle n'a pas fait de toute façon, est absurde et il n'y a pas la moindre preuve pour l'étayer. Ah bon ? Pourtant, on a vu les échanges de messages entre elle et Justin où elle lui fait comprendre que son script révisé par ses dragons était génial, qu'elle a mal pris, qu'il est un peu rigolé par rapport à son enthousiasme. On voit après qu'elle lui demande d'avoir accès à tous les rushs, Enfin bref. Allez, poursuivons. Point 18. Suite à l'accord de Wayfarer, Madame Gianetti a envoyé un texto à Blake le 29 novembre 2023 et a déclaré « Je suis tellement contente que Todd Black fasse partie de ça maintenant, qu'il vérifie tout et qu'il veuille tout checker. J'offre tout ce que je peux. Je sais que cela a été pour le moins difficile. Au studio, nous voulons vous soutenir du mieux que nous pouvons. » Ensuite, elle présente sa liste de 30 points devant être respectés, sinon elle ne retourne pas travailler. L'équipe de Justin ont toujours dit qu'il y en avait 17. Oui, il y a des mails, tout ça, où on parlait de 17 points. Blake a sorti les 30. C'est sa parole contre la sienne, encore une fois, cette histoire de 30 points. Eux, ils disent qu'ils l'ont découverte lors de la plainte, qu'il y avait 30 points. Elle dit que non, au début, elle en avait 17, mais après, elle en avait 30 et elle le savait. Ok, encore, voilà, comme je vous dis, parole de l'un contre l'autre. 22. Alors que les acteurs et l'équipe retournaient à la production le 14 janvier 2024, Blake a rassuré une actrice en lui disant que grâce aux protections convenues par Wayfarer et Sony, elle n'aurait pas à serrer qui que ce soit dans ses bras. Ce à quoi l'actrice a répondu avec gratitude. Blake a poursuivi « Il ne vous touchera pas ou ne devrait pas. Je ne pense pas que lui ou Jamie le feront. » Mais Blake a exprimé sa conviction qu'il s'agirait d'un ensemble professionnel et que nous obtiendrons du bon travail. Point 23. Il parle du plan de com qui était prévu, basé donc sur l'espoir et que c'est Justin qui a changé ce plan. Et là, il rajoute « Ce que le public ne savait pas, c'est que Justin et son équipe l'avaient fait dans le but d'expliquer pourquoi de nombreux acteurs et équipes du film ne le suivaient plus sur les réseaux sociaux et n'apparaissaient pas en public avec lui. » À cette fin, lui et son équipe ont eu recours à des témoignages de victimes de violences conjugales pour protéger son image publique. Point 25. D'autres membres de la distribution ont observé simultanément le changement donc de Justin. Par exemple, une actrice a déploré auprès de Blake, dans un texte du 10 août 2024, que le changement marketing de Justin mettait en danger le succès du film et a estimé que ce changement ne fonctionnerait pas car il apparaît finalement que Justin utilisait des commentaires sur la violence domestique pour couvrir son propre comportement. Point 26.
Ce que le public ne savait pas non plus, c'est qu'il s'agissait du début d'un plan à plusieurs niveaux que Justin et son équipe ont qualifié de manipulation sociale visant à détruire la réputation de Blake. Ce plan était soutenu par des ressources pratiquement illimitées. Le cofondateur, coprésident et principal financier de Wayfarer est le multimilliardaire Steve Sarowitch, qui a révélé à un témoin lors de la première du film à New York le 6 août 2024 qu'il était prêt à dépenser 100 millions de dollars pour ruiner la vie de Blake et de sa famille. Point 27. Ce n'est pas la seule fois où M. Sarowitch a proféré une telle menace. Plus tard, en août 2024, même si le film s'était très bien déroulé et que Wayfarer avait gagné beaucoup d'argent grâce à ce film, M. Sarowitch a avoué à un autre témoin, un individu qui travaillait avec Wayfarer sur un projet sans rapport, que si Blake ou Ryan Reynolds franchissaient un jour la ligne, alors je les poursuivrai. Il a déclaré « Je protégerai le studio comme Israël s'est protégé du Hamas. Il y avait 39 000 cadavres. Il y en aura 2 quand j'en aurai fini. Minimum. Pas mort, mais genre t'es mort pour moi, ce genre de mort. Mais ils seront aussi morts pour beaucoup de gens, si jamais ils m'amènent à ce point. Ensuite, je ferai en sorte que cela en vaille la peine, parce que je vais dépenser beaucoup d'argent pour m'assurer que le studio soit protégé. Point 28. Soutenu par le financier et la vision militariste du monde de Monsieur Sarowitch, Justin et ses associés de Wayfarer se sont lancés dans un plan médiatique et numérique sophistiqué en représailles contre Blake, exerçant son droit légalement protégé de parler de leur mauvaise conduite sur le plateau, avec l'objectif supplémentaire de l'intimider, elle et toute autre personne, de révéler en public ce qui s'est réellement passé. Alors ensuite, ils remettent les mêmes captures d'écran que dans les plaintes précédentes pour montrer qu'il y a eu campagne de diffamation. D'ailleurs, au passage, elle a remis Jed Wallace dans sa plainte, du coup. Là, rien de nouveau sous le soleil, on l'a déjà vu, et je vous dis même d'avance que par rapport à l'ancienne plainte de Blake, si vous comparez les deux, la nouvelle et l'ancienne, ils ont retiré plein de messages qu'ils avaient mis dans la première. Puisque Justin a tout démonté. Il a montré tout le contexte des messages avec tout ce qu'elle avait exclu dans sa première plainte. Du coup, ils ne les ont pas remis. Ça en dit long, ça aussi pour moi. C'est qu'ils savent que là, on ne peut pas remettre ça parce qu'on s'est fait griller. Donc il y a encore moins de captures d'écran qu'avant. Point 45. En quelques jours seulement, la campagne de diffamation a entraîné la diffusion virale de contenus haineux, menaçants et désobligeants contre Blake, sa famille et d'autres membres féminins de la distribution, ainsi que le harcèlement et la cyber-intimidation de ces dernières. La haine et le vitriol en ligne se sont retrouvés sur les comptes de réseaux sociaux d'une grande partie des acteurs du film, de Blake, de Ryan et de nombreuses entreprises qui leur sont associées. Le 14 août 2024, une actrice a envoyé un texto à Blake exprimant son inquiétude et son impuissance face au récit en ligne. Point 46. Une autre actrice a écrit à Blake Lively le 14 août 2024 pour lui demander si elle savait si Sony pouvait l'aider à lutter contre la cyber-intimidation dont elle était victime, qui devenait de plus en plus désagréable et difficile à gérer de jour en jour. Justin et les parties Wayfarer ont déjà admis que Blake avait soulevé ses préoccupations à plusieurs reprises. Ils ont admis avoir créé un plan au cas où elle rendrait son grief public, dans lequel il prévoyait de semer des histoires suggérant que Blake était une brute et une arme du féminisme. Ils ont admis que leur équipe était capable d'enterrer n'importe qui. Ils ont admis qu'ils se vantaient et riaient de la façon dont le discours avait évolué négativement contre Blake et de la façon dont ils avaient réussi à confondre les gens. Ils ont admis que quelques heures après avoir élaboré leur plan, ils ont commencé à constater un changement sur le plan social, dû en grande partie aux efforts de Jed Wallace et de son équipe pour changer le discours. Et ils ont fait tout cela en sachant que Blake croit sincèrement qu'elle a raison et que tout cela est injuste. Non, là en fait ils sont en train de déformer les propos qu'il y a dans la plainte de Justin. Ils déforment, ils twistent. Ils ont montré même qu'ils étaient préparés à tout scénario. Si ton équipe, ta Leslie Sloan, ta publiciste, commence à sortir des dingueries, ouais, ils étaient préparés. C'est tout en fait. Et là, elle est en train de dire qu'ils ont admis. Pas du tout. Enfin, pas dans ce sens-là. Pas dans le sens où elle veut le faire comprendre. Bref, point 49. Malgré tout cela, ils affirment que leur plan n'a jamais été mis en œuvre et que d'une manière ou d'une autre, l'univers
a simplement fourni de manière organique le résultat exact qu'ils avaient prévu au moment exact qu'ils le souhaitaient en utilisant les récits exacts qu'ils ont développés. Le problème pour les accusés est qu'ils ont mis par écrit leur plan de campagne intraçable et les preuves les montrent commentant le succès de leur plan au fur et à mesure de son déroulement. Je pense qu'ils espèrent vraiment que les gens vont juste lire ça et pas s'amuser à lire tous les textos, chose que moi j'ai fait. Et pourtant on les voit pas très bien, c'est pas très bien écrit sur les plaintes, surtout quand on a grandi, mais j'ai lu tous les textos, tous les échanges, à moins qu'ils en aient caché. Mais déjà c'était beaucoup, on les voit répondre et tout ça, et je crois que Blake pense vraiment que les gens ne sont pas allés lire les textos, ils ont juste lu la plainte. Voilà, ce qui est écrit noir sur blanc, pas les messages, et que du coup, là, ce qu'elle va dire, ça va passer. Mais non, quand on lit tous les échanges de textos, on voit que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Faut qu'on protège notre client, mais sans détruire Blake. Il y a tellement de messages qui montrent qu'à chaque fois, ça s'assure, on la descend pas. Juste là, il y a un truc qui est sorti, faut le rétablir, c'est pas vrai. Et normal, du travail de com, mais il y a rien eu contre Blake. Donc je sais pas où elle va. Blake, change d'avocat. Change d'avocat, change d'équipe de RP, change tout le monde là, parce que... Et en même temps, comment vous voulez qu'on défende sur du vent? Donc je suis pas étonnée que la plainte soit lunaire. Point 51. Sur la base de l'information et de la conviction, tous les accusés ont participé activement à cette campagne de représailles renforcée. Les avocats des accusés ont menacé de poursuivre Blake et d'autres personnes jusqu'à l'oubli. Oui, c'est des propos de Brian Friedman, oui, il l'a dit. Et ont intenté 4 poursuites dans 3 juridictions avec des dommages fantastiques de plusieurs centaines de millions de dollars chacune. En ce qui concerne les informations et les convictions, les avocats des accusés ont menacé de poursuites judiciaires à la fois les témoins des faits, les commentateurs neutres et les publications pour n'avoir fait rien d'autre que de s'exprimer ou de rapporter publiquement des informations défavorables sur les accusés. C'est pas complètement vrai. Si elle fait référence au New York Times par exemple, il y a clairement eu un foirage de travail journalistique phénoménal parce qu'ils n'ont pas pris en compte la réponse du camp de Justin, qui a pourtant été livrée en temps et en heure. Non, ils se sont précipités sur la publication de l'article avant l'heure prévue. Et en plus de ça, rappelez-vous, quand on voit les données des photos, l'article, il le prévoyait depuis des mois et des mois. Blake, avant qu'elle dépose sa plainte, bossait avec le New York Times. Et rappelez-vous également, dans une autre vidéo où je vous en ai parlé, le juge, il a été clair, il lui a dit « Vous pouvez défendre votre client s'il est attaqué dans les médias ». Donc là, de dire qu'ils ont menacé de poursuites judiciaires, oui, pour diffamation, s'ils propagent des choses sans que ça soit avéré, qu'ils continuent à traiter Justin de prédateur, etc. Ouais, normal, il a le droit de les poursuivre. Donc, je comprends pas trop en fait où ils veulent aller là. Bref, passons. Point 52. En résumé, sa propre mauvaise conduite étant révélée, Justin a refusé d'assumer la responsabilité de ses propres actes lorsqu'on lui a demandé. Il a évité son propre conseil, il recite son podcast, de se taire et enfin d'écouter les femmes de nos vies et n'a pas eu le courage de retenir leur angoisse et de les croire réellement, même si ce qu'elles disent est contre vous. Ils aiment bien le citer. Au lieu de cela, il a appelé Monsieur Sarovitch à financer une campagne juridique de presse et d'astroturf pour garantir que Blake serait contrainte de tout risquer pour se manifester. Point 53. L'ironie de la réponse de Justin aux propos de Blake est que la propre publiciste et co-accusée Jennifer Abel a exprimé sa propre aversion pour Justin, déclarant « Je ne peux pas le supporter, il est tellement pompeux ». Alors le texto qu'elle met, c'est Jennifer Abel qui parle à on ne sait pas qui. Il peut peut-être nous virer parce que même si on a fait une campagne magnifique, ça ne va pas changer le fait qu'il est pompeux, il n'est pas réaliste. En tant que leader, il n'y a pas d'alchimie entre lui et Blake. Toi et moi savons qu'elle sera résistante à promouvoir le film et que la presse sera réticente à faire quoi que ce soit avec Justin sans que Blake en fasse partie. Donc nous y voilà, ce sont mes pensées. Alors, je me fais l'avocat du diable. Là, en l'occurrence, le diable, c'est Justin, selon ce qu'essaye de dire Blake, même sa propre publiciste le déteste. Qui n'a jamais parlé mal de son patron? Même quand on l'aime bien. Voilà, il y a des fois où il saoule,
Des fois, il te demande des trucs ou toi-même, t'es dans le stress ou quoi, et là, tu dis, il me gave en fait. Donc, mais ça veut pas dire que tu le détestes, c'est juste que là, il t'a gonflé, quoi. Encore une fois, le contexte, parce que je me méfie maintenant de Blake qui prend des textos comme ça à part. Parce que là, il n'y a rien d'autre. Hein. Il y a juste ça, il n'y a pas de réponse avant, après, on ne sait pas à qui elle parle. Ouais, on voit une meuf qui aime pas trop son patron. Pour autant, elle est encore avec lui. Hein. Elle l'a jamais lâché. Elle a même quitté sa boîte pour monter la sienne. Et Justin l'a suivi. Il la garde, même encore aujourd'hui. Elle le défend et tout. Donc, il date de quand ce message? Du 14 janvier 2024. C'était bien avant toute l'affaire en plus. Donc, je sais pas le contexte du message, parce que du coup, c'est pas pendant le gros boom qu'il y a eu quand le film est sorti. Donc, je comprends pas le contexte de ce message. Bon, bref, Blake l'a sorti. Je vous dis, elle a très peu de messages dans sa plainte. Donc, ok, allez, admettons, ok, Justin, pas gentil, Jennifer l'aime pas, why not. Point 54. Les 21 et 22 décembre 2024, une actrice qui s'était également plainte a partagé avec Blake qu'elle ne pouvait pas croire qu'il pouvait lui faire ça et que le fait que cela arrivait à Blake lui faisait peur. Qu'il ait fait une campagne de diffamation, j'imagine, contre elle. Qu'il ait genre détruit Blake sur les réseaux. Je pense que c'est de ça qu'elle parle. Ouais, bah c'est juste quelqu'un qui croit la plainte de Blake et qui, soi-disant, a aussi subi Justin sur le plateau. Bon, il n'y a pas de message. Hein. De toute façon, encore une fois, elle ne montre pas les messages de cette personne. Bref, poursuivons. Les faits, donc. Point 80. Justin a mordu et sucé discrètement la lèvre inférieure de Blake lors d'une scène dans laquelle il improvisait de nombreux baisers et à chaque prise qui n'était pas pré-approuvée dans le scénario et sans coordinateur d'intimité là-bas. Justin a insisté pour tourner la scène entière encore et encore, bien au-delà de ce qui aurait été requis sur un plateau de tournage ordinaire et sans préavis, conversation ou consentement. Parole de l'un contre l'autre. Point 81. À une autre occasion, Justin et Blake filmaient une scène de danse lente pour une scène de montage, ce qui signifie qu'aucun des sons enregistrés lors du tournage de la scène n'était destiné à être utilisé dans le film. Fameuse scène de danse, je vous renvoie à la vidéo, j'ai fait une vidéo quasiment que là-dessus. La musique était destinée à jouer sur l'action. Néanmoins, les microphones étaient en direct pour capter le ton de la pièce, mais pas les conversations ou les dialogues à utiliser dans le film. C'est ballot, mais n'empêche que ça a aidé Justin. La scène du scénario décrivait spécifiquement une danse sans dialogue et n'incluait aucune conduite intime ni baiser. Point 82. Justin n'a pas notifié ni demandé le consentement à l'avance pour toute intimité. Au lieu de cela, Justin a choisi d'improviser spontanément la scène pendant que les caméras tournaient. Pendant le tournage, Justin s'est penché à plusieurs reprises vers Blake, essayant de l'embrasser, lui embrassant le front, frottant son visage et sa bouche contre son cou, mettant son pouce sur sa bouche et effleurant sa lèvre inférieure, la caressant et lui disant à quel point elle sentait bon. Rien de tout cela n'a eu lieu pendant que Justin était dans le personnage de Ryle, car l'intimité et le dialogue s'écartaient de ce qui avait été convenu dans le scénario. Blake était mal à l'aise et n'arrêtait pas de se pencher et de suggérer à plusieurs reprises, puis de supplier que leur personnage devrait simplement parler. Elle a essayé d'utiliser la légèreté et les plaidoyers créatifs pour détourner les attouchements indésirables dans l'espoir de traverser la scène d'une manière qui maintiendrait une limite professionnelle sans contrarier Justin. La séquence vidéo de la scène montre Blake piégé, devant apparaître comme si son personnage était heureux et amoureux pendant que les caméras tournaient. Blake ne voulait pas filmer des prises supplémentaires sur la scène, mais a continué à participer en faisant preuve d'esprit d'équipe et à soutenir la production en temps réel tout en exprimant et en maintenant des limites physiques contre les avances de Justin. Blake a même qualifié Justin de sociopathe à un moment donné au cours de l'échange. Malgré les tentatives d'humour et de légèreté de Blake, ses paroles, ses actions et son langage corporel témoignent tous de son manque de consentement. Lorsque Blake s'est opposé plus tard à ce comportement, la réponse de Justin a été « Je ne suis même pas attiré par toi ». Point 83. En janvier 2025, les accusés, par l'intermédiaire de leur avocat Brian Friedman, ont diffusé cette vidéo aux médias, espérant apparemment que le simple fait de diffuser les images induirait le public en erreur en lui faisant croire qu'elle ne montre rien d'anormal ou d'inapproprié. Mais les images à elles seules corroborent à la lettre la description de la scène par Blake. Ce n'est pas seulement le point de vue de Blake, comme l'a noté Mia Schachter, une coordinatrice de l'intimité expérimentée, indépendante en réponse à une enquête du Hollywood Reporter. Les images montrent Justin en train d'essayer de l'embrasser et ils n'en ont clairement pas discuté à l'avance.
et elle continue de s'éloigner et ne veut clairement pas faire ça. Mais, madame, vous n'étiez pas sur le tournage. Oh non, franchement. Une meilleure intimité dans cette scène n'aurait pas été signalée à l'avance à un coordinateur de l'intimité, a expliqué Madame Schachter. Car dans le scénario, ils ne font que danser lentement, il n'y a aucune mention d'une quelconque forme d'intimité physique. Madame, vous n'étiez pas sur le tournage. Là, ils mettent dans leur plainte le témoignage d'une femme qui a rapporté ça au Hollywood Reporter. C'est ça votre défense? Ah non, on l'a vu cette scène, je vous l'ai dit. Alors, je me rappelle que quand je l'ai posté, beaucoup ont dit « elle a l'air mal à l'aise, ça se voit, elle essaye d'esquiver et tout, machin, nanan ». Comme je vous l'ai dit plus tard, c'est un rôle. Si Blake Lively, malgré tous les films qu'elle a fait et les séries Gossip Girl, Gossip Girl, tous les épisodes où il se passe des trucs olé, si Blake finalement, maintenant, elle est plus à l'aise avec des scènes comme ça, qu'elle ne tourne plus de films où il y a une romance. Mais là, de dire que c'était pas prévu à l'avance, on le sait pas. On n'était pas sur le tournage. C'est ça qui me rend dingue. Donc de dire, il sort de son personnage, mais elle n'a fait que ça. C'est elle qui a commencé à parler. Bref, bon. Et alors là, franchement, tentative désespérée. Ramener une coordinatrice de l'intimité qui s'est exprimée à un magazine pour justifier ce qu'ils disent, appeler celle qui était sur le tournage pour qu'elle dise réellement ce qui était prévu. Pourquoi, en fait, ils prennent le témoignage d'une nana dans Hollywood Reporter, mais ils ne demandent pas à la vraie coordinatrice du tournage ce qui était prévu pour cette scène? C'est bizarre, c'est la seule qui pourrait nous le dire. Bref, poursuivons. Ni Blake, ni aucun de ses agents n'ont eu de contact avec Madame Schachter et n'ont même pas été informés de l'article du Hollywood Reporter avant sa publication. Néanmoins, sur la base d'informations et de convictions, M. Friedman a envoyé des lettres menaçant d'éventuelles poursuites judiciaires à la fois à Madame Schachter et au Hollywood Reporter après la publication de l'article. Ah bon, on peut les voir. Point 84. Contrairement aux affirmations des accusés, Blake n'a pas refusé de rencontrer le coordinateur de l'intimité du film. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin de la rencontrer avant le début du tournage, car il n'y avait pas de scène intime dans l'immédiat. Donc il pouvait parler une fois le tournage commencé. Non, Blake. Justin l'explique, ils avaient rendez-vous avec elle en amont parce que justement certaines pages du script n'étaient pas encore prêtes pour ces scènes-là, parce que Justin voulait un regard féminin. Et on a vu dans les échanges de mails que Justin précisait que les scènes d'intimité seraient écrites uniquement avec Blake. C'était un accord. Il voulait pas que ça soit écrit sans elle. Sauf qu'elle n'est pas venue justement en temps et en heure, donc au début, rencontrer cette coordinatrice avec laquelle il devait déjà travailler. En fait, ça me paraît logique. Il travaille avec elle avant que le tournage débute pour préparer les scènes. Et après, sur le tournage, éventuellement, on modifie ou je ne sais pas, mais ça me paraît logique de la rencontrer avant, vu que les scènes ne sont pas encore écrites. Donc, mauvaise foi totale. Blake a eu un appel avec le coordinateur de l'intimité pendant les préparatifs. Ces conversations ont eu lieu peu de temps après le tournage, des scènes pertinentes. Oui, mais ça aurait dû être fait en amont. Blake a consenti aux scènes intimes du scénario, telles qu'elles étaient écrites au moment où elle a signé sur le film. Et Justin n'a pas eu le consentement pour réécrire et ajouter des scènes de S, même s'il l'a fait, avec un coordinateur de l'intimité. Le but du coordinateur de l'intimité est de travailler avec les acteurs pour établir les limites appropriées en fonction de ce qui est dans le scénario, et non de réécrire le scénario pour ajouter plus de contenu S, pour satisfaire les demandes du réalisateur. Okay. Après, elle redit la même chose que dans l'autre plainte, qui voulait la filmer en gros plan en train d'atteindre le point culminant. Elle reparle aussi de la scène de l'accouchement, qu'il voulait qu'elle arrache sa blouse, ce serait plus réaliste, etc. Alors que c'était pas écrit dans le script, qu'elle n'était pas d'accord, mais qu'elle s'est sentie obligée de le faire. Donc elle a trouvé un compromis. Elle serait nue du bas à la poitrine jusqu'aux pieds. Elle redit que la scène était chaotique. Le gynéco, un ami de Justin, etc. Bref, la même chose. La vidéo que Jamie East lui a montrée, lui a mis la vidéo sous le nez de sa femme en train d'accoucher, les jambes écartées, etc. Qu'elle a pris ça pour du porno. Après, elle reparle encore de la jeune Lily qui perd sa virginité. Pareil, Justin voulait faire un gros plan sur son visage. Il a dit qu'après la scène, c'était chaud. Est-ce qu'il s'était déjà entraîné, elle est Atlas, enfin bref, des trucs cringe. L'incident de la voiture, j'en ai parlé tout à l'heure, rien de nouveau. Après, elle dit que Justin et Jamie étaient tactiles avec tout le monde, ils mettaient mal à l'aise tout le monde, ils employaient le mot sexy, etc. Alors, point 100,
Les accusés ont affirmé que la description par Justin des membres féminins du casting comme étant sexy était justifiée par le fait que Blake utilisait aussi parfois le mot sexy sur le plateau. Non. C'est pas ce qu'il a dit. Il a juste dit que Blake, vu qu'elle employait le mot sexy, son bonnet, etc., là, qu'un jour, quand il tournait une scène, elle avait un manteau avec une combi en dessous, il lui a donné une indication de directeur, de réalisateur, en lui disant « il fait chaud dans le bar, ça serait plus logique que tu aies le manteau qui te dénude un peu l'épaule et ce serait plus sexy ». Parce qu'elle n'arrêtait pas de lui dire qu'elle voulait que son personnage soit plus sexy. Donc oui, je pense que même moi à sa place, j'aurais employé ce terme-là pour lui dire c'est ce que tu veux, donc ce sera plus sexy comme ça. Mais là, elle dit qu'il a affirmé dans sa plainte que parce qu'elle employait ce mot, il l'employait sur des membres féminins sur le tournage. Non, 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 il n'a pas parlé d'autres membres féminins. Juste de cette scène-là avec toi, Blake. Elle twiste encore le truc. Elle ment, en fait, elle ment. Cette affirmation témoigne d'un manque stupéfiant de compréhension quant à la manière dont le contexte influence l'utilisation appropriée ou inappropriée du langage. Le mot sexy n'est pas approprié en soi, mais il peut l'être dans certains contextes. Blake ou Justin utilisant le mot sexy dans un espace créatif lié à l'intrigue ou en référence à un personnage ne pose pas de problème. Ce qui est inapproprié et ce à quoi Blake s'est opposé, c'est que son employeur Justin l'ait personnellement décrite comme sexy hors de son personnage. Encore une fois, là, c'est sa parole contre la sienne, parce que s'il lui a dit « t'es sexy » comme ça en passant devant lui, alors que ça n'a rien à voir avec le tournage, ou à d'autres membres du casting comme elle le dit et tout, c'est encore autre chose. Là, voilà, c'est elle qui le dit, il n'y a pas de preuve. Mais par contre, si elle lui reproche une indication par rapport à un vêtement lors d'une scène, là, c'est dans le contexte du boulot. Donc là, ça parle de ton personnage, pas de toi. On dirait limite que Blake Lively ne sait pas faire la différence entre elle et son personnage. C'est l'impression que ça donne. Donc je ne sais pas comment il faut se comporter avec elle sur un tournage. Il faut l'appeler Lily pour être sûr et certain qu'elle comprenne qu'on ne parle pas d'elle. Il faut l'appeler par son personnage quand on s'adresse à elle. Je ne comprends pas ce qu'elle cherche en fait. Mais jamais j'aimerais bosser avec elle. Suite à ça, je ne sais pas qui voudra bosser avec elle. Point 105. Justin et Jamie Heath ont tous deux montré un manque choquant de limites en envahissant son espace personnel alors qu'elle était déshabillée et vulnérable. Les accusés ont affirmé que ces intrusions étaient la faute de Blake car elle a envoyé un texto à Justin à une occasion pour lui dire qu'elle pompait juste dans sa caravane mais qu'elle voulait lire ses lignes avec lui. Cela ne comprend pas la différence entre une femme qui tire son lait selon ses propres conditions après avoir pris les mesures nécessaires pour se mettre à l'aise, se couvrir et s'assurer que les conditions sont appropriées pour la tâche et rencontrer quelqu'un sans préavis ni autorisation pendant qu'il allait ou qu'il est partiellement déshabillé. La distinction critique est le consentement. L'invitation unique de Blake n'était ni une autorisation gratuite de la rejoindre immédiatement dans sa caravane, ni une invitation générale à entrer librement dans sa caravane à tout moment sans y être invité. Là, après, on n'y était pas. Donc allez, accordons-lui ça. Ensuite, elle maintient qu'il l'a humiliée par rapport à son poids, qu'elle devait maigrir en 2 semaines. Bizarrement, c'est lui maintenant qui lui dit qu'elle doit maigrir en 2 semaines. Alors qu'on a vu dans les messages que Justin a fournis que c'est elle qui se met la pression pour maigrir avant le début du tournage et que lui dit non mais c'est bon. Non, elle dit que c'est pas vrai, que c'est lui qui lui a dit de maigrir. Ah oui, et elle parle aussi du coup du coach. Alors elle dit que depuis la plainte de Justin, son coach reçoit des commentaires désagréables sous Instagram, des commentaires négatifs également sur sa femme et même ses enfants. Il a expliqué que Justin n'était pas son client, qu'il a créé un programme gratuit pour lui en guise de faveur pour un client et qu'il avait aidé à trouver un entraîneur après une conversation inconfortable et que la communication a pris fin. Bon, que le coach se mette du côté de Ryan Reynolds et Blake, est-ce que ça nous étonne? Pas du tout. Elle maintient que Justin lui a recommandé une femme pour l'aider à perdre du poids, alors que c'était, on a vu les messages, quelqu'un qui juste pouvait l'aider parce qu'elle se sentait malade, fatiguée et tout. Elle maintient qu'une fois qu'elle s'est pointée au rendez-vous, la femme voulait la faire maigrir. Après, elle reparle du Covid. Ensuite, on en arrive à l'histoire du montage. Point 160. L'affirmation que Blake a intimidé pour se frayer un chemin jusqu'à la salle de montage est non seulement fausse, mais ce n'était même pas nécessaire. Si elle n'était pas satisfaite du film, elle aurait facilement pu passer à son prochain projet.
Elle a reçu des offres pour des postes de réalisatrice avant, pendant et depuis le film. Si elle voulait réaliser, elle pouvait le faire à tout moment et sans avoir à traiter avec les parties Wayfarer avec qui elle ne voulait très clairement rien avoir à faire. Point 161. L'histoire du montage du film n'est pas pertinente pour les allégations de harcèlement S et de représailles formulées par Blake. Il s'agit d'un faux fuyant destiné à détourner l'attention du public des graves fautes commises par les accusés. Point 162. Le montage Sony est le film qui a été choisi pour sortir en salle. Blake a dirigé le montage de Sony avec leur soutien, en étroite collaboration avec Sony et Colin Hoover. Point 163. Sony a publié la bande-annonce du film le 16 mai 2024. Le lendemain, un dirigeant de Sony a écrit à Blake au sujet de l'énorme réponse du public à cette sortie, la qualifiant de beau début en remerciant Blake pour ses contributions. Point 164. Le 19 juin 2024, l'un des producteurs du film a décrit le montage du film par Blake comme excellent et son travail comme vraiment magnifique. Il brosse Blake, on l'a compris depuis longtemps. Bref, 165. Le 11 août 2024, après la sortie du film, Madame Gianetti, directrice de Sony, a écrit à Blake « Votre sueur et votre sang déchirent le cœur et l'âme d'une intelligence brillante dans chaque image. Mon Dieu, c'est incroyable. Merci 50 millions de fois et on n'est que samedi soir. » Encore une fois, brossage. Point 167. L'ironie des plaintes de Wayfarer ne devrait échapper à personne. Ce sont Monsieur Sarowitch, Justin Baldoni et Jamie East qui ont récolté les plus grands bénéfices financiers du travail acharné de Blake dont ils se plaignent maintenant. Oh, le film est rapidement devenu le projet le plus lucratif de Wayfarer avec un montant record de plus de 350 millions de dollars. Se réjouissant du succès financier du film qu'ils accusent maintenant incroyablement Blake de détournement, Monsieur Sarowitch s'est vanté dans une interview que le film était numéro 1 dans le pays au 13 août 2024. Lorsque un journaliste a félicité Monsieur Sarowitch pour l'impressionnant week-end d'ouverture du film de 50 millions de dollars, Monsieur Sarowitch a répondu que le film avait en fait rapporté 80 millions de dollars dans le monde, environ 2 fois et demi ce que rapportait le film. Wayfarer s'y attendait, remarquant « Nous en sommes ravis ». Une fois le film bien établi dans les salles de cinéma, Wayfarer s'est rendu sur Instagram pour promouvoir l'ajout du film au géant des services de streaming Netflix, encourageant les utilisateurs à regarder le film à succès à la maison et a ensuite déclaré que le film était numéro 1 aux États-Unis sur Netflix. Non mais c'est une blague. On a vu les messages que Justin a dit « C'est bon. Laissez-la faire, elle a viré tout le monde, elle veut faire le montage. Mon montage a plus de points que le sien, mais elle menace de pas faire la promo, sinon allez tant pis, tout ce qui compte c'est le film. » Et ils disent que c'est grâce à elle que tout a bien marché. Waouh. 168. Il semble que tant que Blake est restée silencieuse sur la mauvaise conduite de Wayfarer, les accusés se sont contentés de continuer à percevoir les chèques de paye du film. Ce n'est qu'une fois qu'elle a dénoncé le harcèlement S et les représailles auxquelles les accusés l'ont soumise qu'ils ont décidé de tenter de convaincre le public que Blake avait ruiné le film. Mais elle a ruiné la promo, c'est un fait. Arrêtez les gars. Et les accusés l'ont fait même si tout au long du processus, Justin s'est livré à une duplicité stupéfiante, louant Blake en face et en public, tout en la dénigrant secrètement en privé et en complotant pour l'enterrer aux côtés de la vérité sur son propre comportement. Oui Blake, l'enterrer, t'as encore une fois pris que les textos que tu voulais et le fait que Justin parle de toi en bons termes, ça s'appelle être professionnel. Il n'allait pas laver votre linge sale en public en pleine promo du film. Qu'est-ce qu'elle comprend pas là-dedans? 173. Justin et son équipe, dont Monsieur Sarowitch, avaient publiquement adopté le même plan de marketing. Justin a toujours dit, on voit les échanges de mails, etc. depuis le début, il était en partenariat avec No More, une asso sur les femmes battues. Enfin, bref. Début mai 2024, Justin est apparu lors d'un événement de lancement de bande-annonce sur le thème floral, au cours duquel il a personnellement confectionné des bouquets de fleurs pour les influenceurs, une séance de photos et un latte de marque cinématographique. Point 175. Pas plus tard que le 11 août 2024, Jamie East défendait le plan marketing de Sony comme étant brillant et fantastique. Dans un email adressé à Sony à cette date, Jamie East a demandé un appel pour tirer quelques enseignements de certains commentaires en ligne sur le marketing du film, mais guillemets, pour être clair, nous ne disons pas qu'il a été commercialisé de manière inappropriée. En fait, vous avez tous été brillants, merci, extrêmement honoré d'être partenaire avec vous. Cela a été fantastique. Et il a conclu en félicitant Sony pour son énorme succès. Il est où cet email ? Il y est pas. Et quand bien même,
On a vu à quel point, justement, Jimmy essayait tout le temps de calmer le truc, mais on a aussi vu qu'il a exprimé des inquiétudes par rapport aux fleurs, tout ça, et que c'était pas le message du film, quoi. Point 176. Avant la sortie du film, presque tous les acteurs ont choisi d'apparaître en public séparément de Justin, compte tenu de son comportement sur le plateau. Justin s'est inquiété du fait que le public découvrirait que quelque chose est bien plus grand sous la surface, sur la base d'informations et de croyances, faisant allusion aux plaintes déposées par Blake et d'autres. Point 177. À ce stade, Justin s'est éloigné du plan marketing du film pour expliquer son absence du reste du casting. Il a détourné son attention d'un message féminin triomphe pour capitaliser plutôt sur le traumatisme féminin. Le reste, c'est exactement la même chose que dans sa première plainte, donc je vais pas m'étaler dessus. En gros, elle poursuit, donc que non, en fait, Justin est hypocrite avec les violences conjugales. Point 341. Les effets sur la vie pro de Madame Lively ont été immédiats et substantiels. Compte tenu de la nature continue de la campagne et de l'opinion publique négative qui en découle, Blake ne croyait pas pouvoir procéder à des apparitions ou à des événements publics sans être obligé de discuter ouvertement de ce qui s'était passé sur le plateau. Par exemple, Blake a annulé un événement critique pour son entreprise de soins capillaires et s'est senti obligé de décliner une invitation à animer le premier épisode de la saison du 50e anniversaire du Saturday Night Live en septembre 2024. Elle a depuis refusé d'autres opportunités en tant qu'actrice et réalisatrice en raison du sentiment de harcèlement et de la peur de nouvelles attaques contre elle-même, sa famille et ses collègues. Elle a également annulé plusieurs apparitions au nom de ses entreprises depuis décembre 2024 en raison du vitriol constant en ligne dirigé contre ses marques. Blake, en pleine promo d'un film sur les violences conjugales, tu as fait double promo sur ta marque de cheveux, de soins capillaires, où est le rapport s'il te plaît, et tu as fait la promo de tes boissons alcoolisées en sachant le lien étroit entre la consommation d'alcool et les violences conjugales. Et tu te dis qu'il n'y a pas un problème ? Tu te dis pas que les gens ont vu ça et ont halluciné? C'est lunaire qu'elle ne veuille pas admettre que c'est de sa faute. Après, alors je ne sais pas pourquoi, là ils mettent plein d'extraits encore de citations de Justin, de son podcast Maninoff, de son bouquin et tout, je ne comprends pas. Après, elle met des tartines de commentaires haineux qu'elle a reçus. Et ce qui est très intéressant, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que dans tous les messages qu'elle met, il y en a plein qu'elle a retirés. Par contre, il y a une petite note qu'on peut lire à un moment donné, où elle dit que l'emoji qui changeait le sens de l'échange entre Jennifer Abel et Melissa Nathan, a dit que « Ah mais c'est pas moi, en fait c'est Jonesworks », la boîte de Stephanie Jones, donc celle qui lui a donné le téléphone, enfin toutes les conversations. Elle dit qu'en fait elle a reçu comme ça et qu'il n'y avait pas les emojis, etc. Donc en gros, elle est en train de préparer ses pions pour qu'on dise « Ah mais là en fait c'était pas bien, ouais mais c'est pas moi ». J'ai reçu les messages comme ça. Et elle poursuit par contre qu'elle a eu accès à tout ça grâce à une mise en demeure, mais la mise en demeure n'est toujours pas dans la plainte. Parce qu'il y a aussi ça qui circule, comment elle a obtenu le téléphone. Comment Stephanie Jones lui a donné. Est-ce que vraiment elle a fait une mise en demeure et Stephanie Jones n'a pas eu le choix que de lui donner? Ou est-ce que vraiment, comme je vous l'ai dit, et qu'on a vu, Stephanie Jones a chopé le mort contre Justin, Jennifer Abel, tout ça. Et du coup, en se vengeant, elle a fait équipe avec Blake. Où est cette mise en demeure que tu as imposée, donc que tu as déposée chez Jonesworks? Elle n'y est pas. Et ouais, donc comme je vous dis, vous comparez sa plainte maintenant et celle d'avant, il y a plein de messages qu'elle a retirés parce que Justin a montré « Ah, mais attends, il manquait ça. » Donc ça colle plus. Donc les quelques-uns qu'elle met ne veulent rien dire. Alors, en conclusion de tout ça, mon petit avis sur la chose. Il y a une possibilité pour que Blake bluffe et qu'il n'y ait pas d'actrice qui soit prête à témoigner, etc. Peut-être qu'elle pense que Justin n'aura pas la force d'aller jusqu'au procès, qu'à un moment donné, il va craquer parce que, d'après des sources, on sait que Justin, ça l'affecte beaucoup, qu'il n'a pas d'habitude les épaules pour tout ça, si vous voulez. C'est un gars discret. Donc je pense qu'il compte là-dessus, de bluffer pour le pousser à bout et qu'il finisse par céder à un arrangement qui ne sera pas avantageux pour lui, mais il cédera. Et comme ça, ils n'auront jamais, le camp Blake, à exposer cette actrice qui peut-être n'existe pas. Peut-être que tout ça, c'est du vent. Et comme ça, voilà, ils s'en tireront très bien. Ils auront gagné, on va dire ça comme ça. On verra. Si elle compte gagner avec ça, là, avec ce qu'elle a là, c'est très bancal, c'est très mal fait, c'est cousu de fil blanc, il n'y a pas grand-chose. Justin a fourni tellement plus de preuves. Quand on voit la plainte de Justin avec toutes ses preuves, tout est transparent, tout est clair,
Sa plainte à Blake, elle est vide. C'est que des on-dit. Paroles de l'un contre les paroles de l'autre. Ouais, les amis, bah écoutez, je vous laisse digérer tout ça, hein, et me dire en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dimanche. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.